On va enclencher la séquence suivante et on va partager 3 retours d'expérience avec 3 retailers que j'invite à me rejoindre. Audrey, ladies first, on va commencer par toi. Audrey Leclerc en charge du marketing au Galec. Romain Rouleau, la même chose pour Kingfisher. Et Mathieu Lepoutre qui est le responsable média de Champ Retail. Venez ici. Audrey, mets-toi donc au centre. Voilà, tu es la seule femme. Mathieu vient ici et j'invite Cédric qui va se mettre à l'autre extrémité. Comme ça, on va... Voilà, Audrey, mets-toi au centre. Tiens, Romain, mets-toi là. Voilà, comme ça, on vous entoure bien. Pas question qu'il y en ait un qui s'échappe avant la fin, sauf s'il est 11h30 passé, auquel cas, Romain ayant un impératif, évidemment, on le libérera avec grand plaisir. Deux temps dans cette discussion, c'est d'abord avoir votre sentiment général sur l'époque que l'on vit sur ce sujet de la bascule. Est-ce qu'elle est vraiment partie? Est-ce que la société est mature? Est-ce que les consommateurs le sont? Est-ce que les outils sont là? Et puis le deuxième temps, on rentrera dans ce que vous faites les uns et les autres pour voir où vous en êtes, éventuellement les succès que vous avez eus, les difficultés que vous avez rencontrées, mais un tour général. Et on va commencer par toi, Audrey, du coup. Est-ce qu'on est l'an 1 de la vie d'après? Est-ce que ça y est, c'est vraiment parti? Sachant que pour le coup, chez Leclerc, on en parle depuis 2010. Donc ça fait longtemps que vous attendez l'an 1. Est-ce que ça y est, 2022, c'est l'an 1? Ouais, ça va partir. Ouais. Voilà. Oui, je pense qu'on est dans le moment. Depuis 2020, le confinement nous a prouvé qu'on pouvait faire aussi sans prospectus, puisqu'on a dû arrêter de distribuer sur cette première période de confinement. La maturité digitale de nos clients, elle est là, avec une jeune génération qui passe près de 4 heures par jour sur mobile. Une fracture digitale aussi qui s'est considérablement réduite là, ces 2 dernières années. Donc la maturité des clients à consulter la promo en digital, elle est là. Le coût du papier nous contraint, le coût de la pâte à papier. On sort de 3 ans de crise de l'imprimerie, maintenant inflation sur les coûts de la pâte à papier, inflation sur le transport aussi. Donc on est forcé aussi de réfléchir à notre modèle. Toutes les planètes sont en fait alignées dans la bonne direction pour que cette transition s'enclenche. C'est ça que tu dis en fait. Oui. Il n'y a aucune raison seule qui aurait peut-être suffi, mais le fait qu'on les additionne, ça fait que ça y est. Oui, et puis le gouvernement nous contraint. Tu l'as dit ce matin aussi, les stop pubs atteignent jusqu'à près de 40% dans certaines régions sur les boîtes aux lettres, dans l'Ouest notamment. Très promophobe, voilà. On dirait, ou très prospectusphobe. On peut dire ça. Ouais. Et puis, on a cette expérimentation gouvernementale qui n'est pas vraiment une expérimentation puisqu'elle va durer 3 ans. Donc, on peut dire qu'elle va modifier durablement le tissu industriel local et nos pratiques. Et donc, 3 ans d'interdiction de distribution d'imprimés publicitaires non adressés, ça nous embarque. C'est un sevrage définitif. Romain, toi aussi, même question. L'an 1, ça y est, on y est. Il n'y aura pas de retour en arrière ou même de pause, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'on fasse ce qu'on a fait et puis que finalement on continue à avoir ces 2 jambes, offline et online, durablement ensemble. Ouais, non, je pense qu'on est même, à mon avis, nous concernant, on est plutôt sur l'an 2, ce qui était pour moi déjà en arrivant il y a 3 ans en retard, on va dire, parce que le non alimentaire et alimentaire, c'est très différent. On n'a pas la même fréquence d'achat. Nous, on est sur des fréquences qui tournent entre 5 et 10 fois par an. Quand en alimentaire, on est plutôt à 1 à 2 fois par semaine. Enfin, ça dépend des formats, mais donc c'est très, très structurant. Et on avait, nous, démarré cette logique dès 2019. Plus chez Casto ou chez Brico? Les deux en même temps. Les deux en même temps. Les deux en même temps, justement pour avoir des enseignements différents. On l'avait démarré en 2019 pour le programmer pour début 2020. Il s'est passé ce qui s'est passé début 2020. Et on l'a en fait enclenché à la deuxième partie de 2020, qui était une logique de test grandeur nature sur, on va dire, une trentaine de magasins et sur 30% de la distribution, dans lequel on a dégrafé 30% de la distribution. Ça veut dire qu'au moment où vous avez décidé ça, pardon, mais parce que vous n'avez pas la même lecture des raisons, Audrey disait la crise a fait une bascule digitale générale dans nos vies, et donc du coup ça rendait le terreau fertile. Pour ça, vous l'aviez décidé avant la crise, ça veut dire que vous considériez déjà il y a 2 ans, 3 ans, que c'était assez fertile, oui, parce que la digitalisation de nos vies en général était suffisamment forte. Oui, alors avec un contexte qui est aussi la montée en puissance de l'e-commerce, dans tous ces segments-là, qui avant la crise Covid, le secteur du DIY, de l'amélioration de la maison, était plutôt un des secteurs en retard par rapport à l'électronique grand public, par rapport au voyage et ainsi de suite, qui avait des pénétrations beaucoup plus fortes. Et donc c'était une question de moment, c'est-à-dire qu'on savait très bien que ça allait arriver. Et là, le Covid a complètement accéléré la chose, donc ça ne faisait que renforcer le fait que ces moyens qu'on mettait dans des médias qui ont un avantage qui est de générer du trafic, mais de manière relativement peu mesurée,
de le remplacer par quelque chose sur lequel on est plutôt agnostique du canal, c'est-à-dire qu'on se fiche de savoir si c'est un achat en point de vente physique ou un point de vente online. C'est un achat. C'est la mesure de la rentabilité de l'investissement qu'on fait. Donc tu dis on n'est même pas dans l'an 1, on est déjà dans l'an 2. Donc sous-entendu, on a démarré un peu plus tôt que ce qu'on pense peut-être. Voilà. Même question pour toi Mathieu, ça y est? Alors oui, ça y est, on est dans l'an 2, la bascule est déjà faite, mais par contre, pour moi, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, on peut regarder, on peut discuter, est-ce qu'il est à moitié vide ou est à moitié plein. Pour moi, les deux modèles coexistent. Et ce qui est important, c'est d'être capable de justement être capable d'identifier en fonction des zones quel est le modèle qui prédomine. Est-ce qu'on est un modèle très papier ou est-ce qu'on est un modèle où le digital prend complètement le pas? Mais quand tu dis en fonction des zones, de manière un peu caricaturale, le Nord qui est très promophile, on le sait tous, va rester papier, et Paris qui est moins promophile va être full digital, ou c'est plus subtil que ça? Parce que quand tu dis en fonction des zones, c'est ce qu'on entend. Hein. C'est effectivement beaucoup plus subtil que ça. En tout cas, nous, chez Auchan, on travaille à un niveau de granularité qui est beaucoup plus fin. On peut aller dans la caricature de dire, voilà, le tract, j'en veux pas sur une région ou sur un point de vente. Mais au-delà de ça, finalement, c'est à la rue, c'est à la zone de distribution, que ce soit avec Mediapost ou Adrexo, que l'on fait la décision de savoir si il est rentable pour Auchan de distribuer cette zone de distribution, une petite zone, hein, globalement, souvent une zone c'est environ 500 boîtes aux lettres. La question se pose sur chacune de nos zones de savoir si on doit continuer à distribuer ou pas le tract. Et la réponse, elle est zone après zone. Et effectivement, on peut avoir des zones, ou des régions un peu plus promophiles ou un peu promophobes, mais au final, la décision se prend à la rue. Et c'est la capacité, on l'a vu avec la data, avec l'intelligence artificielle au-dessus de ces couches de data. C'est donc pour ça que vous diminuez le nombre de prospectus diffusés déjà depuis quelques années. Exactement. Si tu te compares au pic de diffusion qui a probablement été il y a une dizaine d'années, je pense, chez Auchan, oui, c'est ça, oui. à peu près, aujourd'hui, vous diffusez combien de prospectus en moins par rapport à une base 100 qui serait il y a une dizaine d'années? Alors déjà, on distribue moins parce que on l'a vu, on l'a évoqué, le coût du papier a fortement augmenté. La distribution va également fortement augmenter dans les mois qui viennent, notamment avec. Mais je parlais du mouvement que vous avez déjà fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on est par exemple 30% en dessous du pic de diffusion que vous avez connu? On réduit significativement aujourd'hui, alors pour donner, si on ne parle pas en nombre d'exemplaires, mais en tonnes de papier, oui, bien sûr, on a économisé cette année sur 40 magasins plus de 500 000 tonnes de papier qui est économisé. On distribue moins de tracts. Il coûte un peu plus cher, mais on en distribue moins. On va revenir après sur l'équation. Cédric. Juste une remarque, c'est intéressant ce que tu disais sur la précision géographique. Parce que souvent, quand on dit augmenter la précision du ciblage, de la segmentation, etc., on pense par type de client. Et bien sûr, c'est important et on va voir jusqu'où on peut aller dans un début de personnalisation. Mais moi, je crois beaucoup que le premier niveau de la personnalisation, c'est la localisation. Donc la géographie. Et donc la géographie. Est-ce que tous les deux, Audrey et puis Romain, vous êtes aussi en dessous de votre pic de diffusion historique aujourd'hui? Audrey. Déjà, je vais rejoindre ce que dit mon collègue. Nous, je pense que toutes les enseignes de distribution ont fait ce mouvement. On a tous réduit notre impact papier ces 5 dernières années. On a réduit nos formats de prospectus, on a réduit le nombre de pages, on a retravaillé l'agencement de la communication, la stratégie de contenu à l'intérieur de ces feuilles de papier, de ces catalogues. Donc on a vraiment tous fait cet effort. Donc vous êtes en dessous de votre pic. Oui. Romain, toi aussi, tu es très en dessous de ton pic. Oui, très en dessous, puisque le pic, je ne sais pas s'il était à 10 ans. À mon avis, il y a 10 ans, ça devait massivement bombarder en tract. Si on prend la case de 2019-2020, c'est moins 30 factuellement, test 2020, et extension à l'ensemble du réseau, à l'ensemble des magasins, dès 2021, chez Casto et chez Brico, 30% de diffusion en moins partout. Et ensuite, on rajoute de nouveaux tests à partir de fin 2021, début 2022, en préparation de WePub dans les zones où on ne savait pas à ce moment-là quelles étaient les zones qui étaient. Combien de magasins avez-vous dans les zones WePub chez Kingfisher? On en a grosso modo une petite vingtaine. On en a à peu près 12 chez Casto et une petite dizaine chez Brico.
Audrey, chez Leclerc, combien vous en avez des Chez magasins nous, c'est qui- 54 magasins, dont 17 qui sont impactés à plus de 50% sur leur zone de chalandise, parce que vous savez qu'on est impacté différemment, Bien puisque sûr. les zones sont des zones... C'est le c'est principe un des frontières, découpage qui est fait par les collectivités territoriales, essentiellement Donc, autour du recyclage. Une cinquantaine, dont un tiers qui est très très impacté. Voilà. Et toi, Mathieu? Nous, c'est 12 hyper et 12 supermarchés. Est-ce que dans vos différents magasins concernés, où vous pouvez encore diffuser des prospectus, on est bien d'accord, on ne vous interdit pas de le faire, on vous dit juste de le mettre que dans des boîtes aux lettres qui ont donné leur consentement, est-ce que très concrètement, à partir du 1er septembre ou 1er janvier, puisque certaines collectivités sont en train de repousser un peu, est-ce que vous arrêtez dans ces zones ou est-ce que vous allez tenter malgré tout d'en mettre dans les boîtes aux lettres ou WePub? Romain? Nous, on sera à zéro. On sera à zéro puisque l'équation économique des distributeurs est juste une vaste blague. Donc, Dis-nous, parce que... la vaste blague, c'est qu'on veut bien vous distribuer, en tout cas pour l'un des deux, mais par contre, on le distribue au coût de 100%. D'accord, c'est-à-dire que même s'il y a 15% de WePub, on facturera 100% de la diff. Voilà, pour que ça Si soit tant clair. est qu'on ne sait même pas s'il y aura 15% Oui, oui. de WePub, puisqu'on n'a pas le droit de promouvoir le support WePub. Donc on ne sait pas officiellement, on n'a pas le droit quand même. Visiblement, il y a une zone grise sur le fait de savoir si vous T'as pouvez pas ou le droit non. de mettre à distribution le fameux autocollant. Tu peux, mais il faut la validation, la gouvernance locale, Ah, voilà, territoriale. ça, donc Voilà. ça fait beaucoup de si et donc Donc vous avez dit, vous, nous, on arrête. tant que tant que je ne sais pas combien il y a de réellement dans ces D'accord. zones-là, on va le savoir bientôt, parce que ça va dès septembre, on saura combien il y a de pourcentage de gens qui font du WePub. Et tant que le modèle économique n'est pas là, on passe à zéro. Et ça nous permet d'avoir un test grandeur nature, de passer à zéro sur ces zones-là. Alors évidemment avec une anticipation, on ne fait pas du D'un coup. effacement. Mathieu, toi, dans les 12 plus 12, tu nous as dit qu'il y avait 12 hyper et 12 super. Vous débranchez ou vous continuez avec la limite de uniquement ceux qui sont WePub? Alors là aussi, les deux modèles coexistent. Certains magasins ont fait le choix de ne plus du tout distribuer, comme Ouais. chez Kingfisher, et certains distribuent sur les boîtes aux lettres qui seront adressables. Là aussi, on est dans une expérimentation, donc l'enjeu pour nous, c'est de savoir si ce nouveau modèle, qui est un peu inversé, avec moins de boîtes aux lettres distribuables, mais qui vont coûter beaucoup plus cher, trouvera son modèle économique. Donc on est très intéressé pour essayer de voir si effectivement il y a un modèle économique derrière ce nouveau paradigme. Audrey, dans les 50 magasins, j'imagine que les 17 qui sont à plus de 50, ils vont avoir du mal à continuer. Oui, je Et- pense que les 17 qui sont à plus de 50, alors vous savez que chez Leclerc, Chacun c'est fait ce qu'il vraiment veut. chacun fait ce qu'il veut. Chez nous, on a pris le parti de laisser les magasins distribuer du WePub, puisque légalement, il y a cette zone grise et en accord avec leur collectivité locale, on les laisse faire ce choix. On a un vrai sujet de relation client, puisque effectivement, c'est pas parce qu'un client va coller un WePub sur sa boîte aux lettres qu'il va recevoir le prospectus, puisqu'on est contraint par le modèle économique de nos diffuseurs, de Donc nos ça peut distributeurs. générer de la déception. Ça pourrait Parce générer qu'en de la creux, c'est déception. ça. Il y a des clients qui vont dire oui, je veux, et au final, vous n'allez pas les mettre dedans. Absolument. Et donc le parti pris est plutôt de cesser de distribuer le temps de la mise en œuvre de cette expérimentation. Et ce qu'on voit de l'expérience de Rotterdam, là, du YaPub, puisque c'est ça qui s'est fait Ouais. en Europe, c'est qu'en 5 ans, ils ont sur des zones urbaines un taux de 20% d'apposition du WePub sur les boîtes aux lettres. Ouais. Voilà, ça nous laisse un peu de temps pour... On va faire un petit pari comme ça qui ne vous engage pas parce qu'on ne le ressortira pas, je vous rassure. Si on se met à 5 ans d'ici, combien il y aura de WePub en France, Romain, d'après toi? Je ne te demande pas ton rêve, parce que ton rêve, ça serait évidemment beaucoup plus élevé que la réalité. C'est souvent le cas d'ailleurs. Combien il y aura de gens qui auront à coller l'autocollant WePub? Oui, qui auront donné leur consentement à recevoir Alors, le déjà, prospectus classique. Il y a déjà la zone en question, enfin les zones test donc pendant les 3 ans. Ouais. La question c'est est-ce que ces zones vont être étendues ou pas? J'imagine que ça dépend du résultat. Tu crois qu'il faut poser la question? La question c'est à quelle vitesse, parce que ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être au bout de 3 ans. Étendu, alors- c'est sûr. La question c'est une question de temps. Ou alors, restons dans les zones. D'après toi, on peut arriver à quel niveau de WePub dans vos visions à vous, vous mettez la cible où? Moi, compte tenu de ce que j'entends et compte tenu de l'appétence, alors je connais encore une fois un peu plus le non alimentaire que l'alimentaire, de tous mes collègues également là-dessus, il va y avoir tellement d'efforts qui vont être mis pour compenser par d'autres médias que pour moi, les gens vont se rendre compte qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a d'autres moyens que le tract. Donc je dirais, si je devais donner un chiffre, à mon avis, on ne dépassera pas les 15%. D'accord. Ça vous semble quelque chose qui est réaliste, Audrey? À peu près ce 15%-là, vas-y Ouais, Mathieu. j'aurais Audrey une- va attendre et une- puis elle va une choisir entre les hypothèse deux un après. peu plus haute, entre 15 et 25, mais là aussi, on va passer de D'accord. 0 à 15, Enfin, dans tous les 25, cas, donc, c'est vachement bas, hein, même 25 quand même, Oui, par bien rapport sûr. à l'équation économique. Et Audrey, allez, Non. tu les départages. En fait, c'est
on parlait tout à l'heure de zone, en fait, de devoir faire un choix de modèle économique par zone, mais c'est surtout chacun de nos clients qui va nous dire, à échelle 3-5 ans, la façon dont il souhaite qu'on le contacte. Et donc ce sera soit avec un autocollant WePub, et on verra si on a un modèle économique de diffusion sur la zone, soit ce sera avec de l'adressé aussi. Ça va nous coûter plus cher, certainement, mais au final, on aura un moyen de communication de nos messages à nos clients qui sera très personnalisé. Et ce sera en digital en fonction des leviers qu'ils auront choisis, des supports qu'ils auront choisis. Et donc au final, entre 15 et 25, tu te mets où? Je pense qu'on sera en dessous de... Je penche plutôt vers moins de 15%. Ouais. Alors il y a quelque chose qui vous différencie, toi le non-alimentaire et vous les alimentaires, c'est la vocation coopération commerciale ou contrepartie du prospectus. Chez vous, le prospectus est une contrepartie, souvent. Toi, c'est rarement, on peut le dire comme ça. Ça fait Je partie dis pas que ça l'est pas du tout, ça fait mais partie des accords fournisseurs sur les grandes marques. Oui, mais au final, sur toutes les UB que tu joues... C'est faible parce que déjà, nous, on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur nos propres marques qu'on conçoit chez Kingfisher. Et on a beaucoup moins de grandes marques grand public qui sont dans cette logique-là que ce qui existe dans l'alimentaire ou même dans d'autres secteurs. Donc, c'est pas un enjeu, la contrepartie et le prospectus Non, et puis chez surtout, toi. systématiquement, pour les grandes marques avec qui on travaille sur cette logique-là, on a déjà enclenché de la compensation sur d'autres typologies de médias. Et on arrive à déporter la négo assez facilement. Ouais. En les acculturant, en leur expliquant qu'en fait, c'est non seulement plus valable, mais qu'on va être des formats plus enrichis, avec des rapports de data qui n'ont pas évidemment sur du tract, alors que là, ils vont avoir de la data en rapport là-dessus. Donc on arrive à les compenser, et je reviens juste sur l'adressage, paradoxalement, au même moment où on faisait déjà cette bascule de descente du tract, on a commencé à adresser, on a fait l'exemple inverse d'IKEA. Donc c'était 2020, fin 2020, on l'a continué en 2021, 2022, des brochures thématiques, des catalogues adressés aux plus gros clients des verticales concernées, jardin, cuisine, salle de bain par exemple, avec une logique de personnalisation et avec une offre dédiée à cette thématique-là. Et par contre, ce sont des brochures d'inspiration, de réflexion, de projets beaucoup plus engageants. Et là, pour le coup, on est dans une démarche étonnante. Donc, c'est pas tout papier ou pas papier, c'est que ça dépend pour quel type de... Dans cet exemple, tu exploses tes coûts d'envoi, bien évidemment, puisque le coût... Les volumes sont... Non, mais j'entends bien. Et est-ce que tu es aujourd'hui assez à l'aise avec l'idée qu'il peut y avoir un ROI sur de l'adressé? On l'a calculé. On a calculé l'uplift de chiffre d'affaires par client entre les clients qui étaient... on a fait à chaque fois des zones témoins, parce qu'on a pris à peu près 50 000 ou 70 000 meilleurs clients. Donc c'est vraiment le haut du panier de la catégorie. Et on a pris d'autres, on a mélangé avec à peu près le même chiffre, et on a regardé quel était l'uplift entre ceux qui avaient reçu le catalogue, et on s'est rendu compte de l'uplift. Par contre, le format et le coût incrémental de l'adressage, compte tenu de la typologie de projet, fait que c'est effectivement assez rentable. Le prospectus, le problème, c'est qu'il y a une fréquence et une multiplication d'envois qui fait que ce n'est pas du tout la même équation. Mais tu étais sur du thématique, sur de l'achat à forte implication, Exactement. Du projet, etc. Exactement. Avec de la préparation à l'achat, en fait, concrètement, pour être... Voilà. Rentrons dans ce que vous faites maintenant, vous, déjà. Alors, on va commencer par toi, parce que le premier hyper, symboliquement, en France, qui est passé en zéro prospectus, alors, effectivement, c'est Leclerc-Luçon, dont on a beaucoup parlé, mais la situation était aussi particulière. C'était Auchan, à Saint-Herblain, où, de l'initiative du directeur, Christophe Jolivet, qui est assez convaincu à titre perso de ces sujets-là, qui, alors je ne sais pas s'il l'a fait contre l'enseigne, parce qu'on ne peut pas dire contre l'enseigne, mais qu'il l'a fait de son plein gré, lui-même. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres que lui aujourd'hui ou pas, Mathieu? En zéro pros. Alors, effectivement, ils sont de plus en plus nombreux et l'impact du WePub va accélérer ce volume de directeurs de magasins qui ont la conviction que la communication de la promotion peut passer par... Mais est-ce qu'il y en a déjà qui sont passés à zéro pros, ou Christophe Jolivet à Saint-Herblain est toujours le seul? Non, il y en a d'autres en région bordelaise qui sont sur un modèle où ils ne distribuent plus de catalogue, mais on l'a vu tout à l'heure que finalement la distribution en point de vente reste un point de contact intéressant. Donc on ne fait pas disparaître le prospectus sous son format papier, mais on le met à disposition des clients, on le distribue. Donc c'est les 3 hyper de Pibouliac, c'est ça? Oui. Qui ne font plus de prospectus du tout. Alors, là, ils ont fortement réduit. Donc on n'est pas au zéro prospectus. Myriadec on garde une partie c'est exactement le même modèle que Luçon. Mais Luçon aussi, parce que Luçon, il maintient, mais je pense que personne fait du zéro pros au sens pur du terme. Tout le monde en met quelques-uns à l'accueil. Et puis surtout, on a l'impression que ça devient un objectif. Ça y est, j'ai mon badge zéro prospectus. Je suis vertueux. Finalement, est-ce que c'est vraiment un objectif voilà.
Chez Leclerc, donc, il y en a 5 ou 6 qui ont Oui, démarré on a- l'année dernière, c'est on ça, a Audrey 6 magasins. 6 qui se magasins, sont donc on lancés. va les faire. Luçon, Alors, le premier, c'est Rambouillet. Rambouillet, donc Rambouillet, 78. Voilà. Ensuite, on a un magasin qui s'appelle Le Canet Rocheville. Donc, Sur la côte. Sur la côte, voilà, en centre-ville. Luçon, qui l'a dit très très fortement et qui a beaucoup communiqué sur le sujet, notamment avec toi, Olivier. Et puis, on a aussi Ville-Lagrand, à côté d'Annemasse, le magasin d'Olivier Magret. Et puis, plus récemment, 2 magasins qui se sont lancés en janvier, Trélissac et Libourne, Fabrice Faure et Maïté et Didier Calmette. Libourne étant dans voilà. une zone WePub, mais l'ayant décidé visiblement avant Au que ça soit préalable. certain. Donc, c'est-à-dire Voilà. qu'ils ont eu le nez creux, on va le dire comme ça. Oui, ils étaient déjà convaincus du sujet, Ouais. zéro prospectus, bien avant en fait, de se lancer. Et puis après, ils se sont retrouvés dans une zone WePub. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs de ces adhérents qui sont des poids lourds un peu emblématiques dans le groupement et donc avec une capacité d'entraînement et d'exemplarité de démonstration qui va être forte. Oui, absolument. Et on est très attentif évidemment à toutes ces expériences. Après, je rejoins mon collègue Mathieu. Est-ce que le sujet, c'est vraiment le sujet du zéro prospectus? Est-ce que c'est le sujet du badge zéro prospectus ou est-ce qu'on est plutôt dans un sujet de transformation de la relation client? Parce que l'enjeu écologique sur le papier, en tout cas aujourd'hui chez Leclerc, on est dans toute notre production de prospectus, elle est très très maîtrisée, elle est éco-responsable. On a même reçu un prix cette année pour notre gestion vertueuse sur la production de Tu ce trouves qu'il y a un catalogue faux papier. procès qui est fait au Certainement. papier quelque part? Certainement, Mmh. parce que aujourd'hui, on ne sait pas mesurer l'impact Mmh. de l'empreinte digitale versus celle du papier, alors que celle du papier, on la maîtrise absolument. Tous nos papiers, en tout cas pour la production du national, du prospectus national, sont issus de forêts gérées durablement. Ils sont labellisés. On travaille vraiment aussi avec des papiers recyclés. Donc toute la chaîne de production, elle est vraiment très très maîtrisée. Le digital, on ne mesure pas encore son impact. Ce qui est sûr, et c'est ce que dit Jean-Claude Pénicaud à Luçon, au magasin de la Belle Vie à Luçon, c'est qu'avec 2 empreintes écologiques, quand on en supprime une, on est forcément plus vertueux. C'est un bon argument. Voilà, c'est un bon argument. Mais le sujet pour nous, il est plutôt celui de la transformation de la relation client. Donc il est plus important de baisser partout l'usage papier que de chercher des totems zéro prospectus. C'est ce que Absolument. tu dis. Oui. D'accord. Toi, j'imagine que tu es assez d'accord parce que je connais Exactement. le fil de ta pensée là-dessus. Exactement. Et surtout, la question, c'est une fois qu'on a décidé de réduire le papier, sans forcément le couper, on le réduit. La question, c'est où est-ce que je le réduis? Dans quelle zone? Dans quel type d'agglomération? Et c'est ça Et sur quel type d'OP? Parce que peut-être qu'une opération foire au vin ou une opération où le catalogue de jouets a une raison d'être papier pour la préparation à l'achat, alors que le prospectus trafic de la semaine, moins. Audrey? Oui, en fait, surtout le papier n'est pas c'est pas un média. C'est pas un média à bannir, ça reste une opportunité, ça reste une belle occasion de communiquer auprès de nos clients et de façon assez qualitative. Mais pourquoi il y a cette Fort au vin, course au par zéro exemple. prospectus alors? Parce que même les adhérents Leclerc y sont, tu le vois, Non, mais c'est de l'émulation C'est de positive. l'émulation positive. Ouais. Mais le papier reste une opportunité. Et comme on vient de le dire, demain, peut-être qu'on distribuera dans des boîtes aux lettres WePub, l'opt-in appliqué à la boîte aux lettres. Peut-être qu'on adressera un catalogue, notamment sur les thématiques ou sur nos grands moments de l'année. On n'a pas trouvé mieux que le prospectus pour communiquer sur une largeur de gamme et sur une expertise, pour mettre 300 produits en digital et proposer une expérience de découverte. On n'a pas du tout les mêmes coûts non plus de transformation. Donc le papier va quand même rester une opportunité. Et on voit bien d'ailleurs qu'en magasin, on accompagne toujours nos clients avec un petit stock de prospectus pour ceux qui le souhaitent, même dans les magasins qui ont complètement cessé de distribuer. Est-ce que finalement le WePub ne va pas flécher les consommateurs sur lesquels vous allez trouver plus facilement un ROI? Parce que comme ils veulent vraiment du prospectus, ils vont avoir une attention particulière. Ils vont peut-être aller plus loin que de simplement consulter des offres. Il y aura peut-être une vocation éditoriale. Les fournisseurs peut-être s'y retrouveront davantage avec du contenu enrichi. Est-ce que finalement, ces consommateurs-là, ils ne vont pas servir votre cause parce qu'ils vont vous aider à leur envoyer du papier parce qu'eux le veulent vraiment et avec du ROI plus facile finalement? Je pense qu'effectivement, encore une fois, avec toutes les hypothèses et les capacités que les distributeurs vont pouvoir nous donner pour le faire de manière économiquement viable. Mais effectivement, que ce soit 5, 10, 15, 20, 25, 30%, on est sûr que ces gens-là ont une appétence très forte à la promo. La particularité, c'est que est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le détecter que d'attendre à ce que les gens le mettent sur leur boîte aux lettres? Donc il faut leur demander leur quand demander, ils sont chez toi.
Et parfois, on le sait bien, hein, j'utilise souvent cette blague quand je parle du digital, quand on demande aux gens depuis 15 ans s'ils cliquent sur les publicités sur Google, Tout le monde dit non. tout le monde dit non. Et dans les faits, Google n'a jamais été aussi 40 gros. milliards de dollars de chiffre d'affaires avec des gens qui cliquent. Donc a priori, il y en a quelques-uns. Et le paradoxe, c'est que ceux qui mettront un oui pub sur la boîte à lettres, qui sont donc des promophiles, sont aussi les plus susceptibles, puisqu'ils aiment la promo, de faire la démarche d'aller la chercher eux-mêmes ou de consulter d'autres médias. Exactement. Il pourrait être Exactement. proactif ailleurs que sur le papier. Voilà, et je pense que le papier, il a ce... je suis tout à fait d'accord avec l'OT, est-ce que c'est un objectif, le zéro prospectus? En l'occurrence, on ne l'a pas fait. Donc j'ai beau avoir ce discours-là, on a plutôt descendu, plutôt fait des tests, et parfois, avec de l'identification de zone, rajouter du papier, parce que sur certains codes postales, sur certains iris, on avait une rentabilité qui avait été mesurée sur le fait que quand on augmentait, ça générait. Et après, sur la logique interne, il y a évidemment, moi, le terme de doudou est assez représentatif. Ils en ont besoin. Ouais, mais on ne sait pas pourquoi en fait. Le doudou, on en a besoin, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc c'est typique des personnes en magasin, c'est effectivement quand on leur dit, bon voilà, on ne fait pas de tract. Et on a fait des opérations, par contre, j'ai oublié de le dire, où lequel il n'y avait pas de support papier. Il y avait 0 support papier. Donc on fait une 20-25 opérations commerciales par an, donc moins que l'alimentaire. On en a fait 4 en 2021, dans lesquelles il n'y avait pas de support papier du tout. Donc ils n'ont pas été diffusés. Voilà. Et ben on a imprimé un faux tract pour les équipes qui leur permettait de mais un PDF prémaquetté assez simple. Peu importe. Ensuite, on a imprimé pour qu'ils aient la vision complète, pour créer l'engagement, complète de ce qu'il y avait dans l'opération. Parce qu'effectivement, le digital, pour moi, je trouve qu'il y a un biais, et pourtant ça fait 20 ans que je fais du digital, c'est comment on relaie une offre de 200 ou 300 produits. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'est encore pas. Alors, il y a un sujet, garde le micro puisque tu parles. Tu dis, on n'a pas une communication d'alimentaire, on n'en fait que 25. Ok, quand je te compare avec ton grand concurrent vert, lui, il trouve que tu as une communication d'alimentaire parce que tu en fais presque toutes les semaines. Tout à fait. Je force le trait. Lui, le roi Merlin, pour le coup, il en fait quasiment plus. Je simplifie, parce qu'on ne peut pas dire plus. Tu simplifies beaucoup. Oui, non, mais enfin, beaucoup moins que toi. Ça, c'est voilà, vrai. Okay. Voilà, ça, c'est on peut dire qu'il y a un facteur de division par 4 ou 5 par rapport à toi. Tu es d'accord? Alors, il y a deux raisons. Je ne vais pas faire la strate de Leroy parce que c'est pas mon rôle. Ah non, je te demande la tienne. Mais ils ont effectivement enclenché ce que nous, on a enclenché un peu tardivement, c'est ce que je l'expliquais. Moi, quand je suis arrivé en 2019, je ne savais pas ce qui allait se passer l'année d'après. C'était un élément de rattrapage qui était important parce qu'on avait besoin de transformer et d'amener beaucoup plus de détails et de mesures à la culturation. Après, il y avait un contexte qui a aussi permis ça. C'est que, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus facile quand on a une marque forte et des résultats économiques très performants de faire des choix beaucoup plus osés. Ça revient à ce que Cédric disait tout à l'heure, c'est qu'en non alimentaire, plus tu es une marque et moins tu es une enseigne, plus c'est facile. Et d'ailleurs, en alimentaire, on fait la translation directe, c'est moins tu es cher sur le fond de rayon habituellement, l'opus, pour parler Leclerc dans le texte, plus c'est facile finalement, Audrey. Parce que moins tu as besoin de rassurer sur ton positionnement prix. T'inquiète pas, tu auras la question toi aussi. Du coup. Absolument. En fait, et là, ça va être moins confort. On l'a dit tout à l'heure. Le sujet, c'est la transformation de la relation client, mais c'est surtout un sujet d'exécution magasin. Et dans ce jeu, celui dans lequel on se lance, c'est celui qui sera le moins cher et qui saura le mieux le dire dans l'exécution magasin, dans la relation client en magasin, qui sera... et pas que sur le prospectus, en fait. Absolument. Et d'ailleurs, on le constate, nous, sur les 6 magasins qui se sont lancés, et puis l'équipe des autres adhérents qui se lancent dans une réduction très, très significative de leur taux de distribution, ce sont les magasins qui sont le mieux classés à l'opus, qui ont le meilleur... qui ont moins besoin de rassurer sur leur prix. Voilà, qui ont moins besoin de rassurer sur leur prix, chez qui les clients se rendent très naturellement parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont trouver les bonnes affaires, qu'elles seront bien présentées dans le magasin, qu'ils n'auront pas à chercher, qu'elles seront très visibles et qu'ils auront le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est plus facile pour Audrey que pour toi de débrancher le truc en raison du positionnement prix? Parce que là, c'est quand même ce qu'on dit à demi-mot. Effectivement, l'objectif, c'est de créer des raisons de venue dans nos points de vente et la promo, c'en est un. La question, c'est sous quelle forme on va créer cette envie de venir en point de vente. Effectivement, alors après, il y a le fond de rayon, mais il y a aussi les opérations emblématiques, ce qui marque, enfin, on voit, c'est à la fois travailler la promo, mais aussi travailler l'image de marque, parce que finalement, cette image de marque... Tu m'as pas répondu à la question. La question, c'était, est-ce que c'est plus dur quand on est à l'indice 100 de débrancher le pros que quand on est à 94? En général, je ne parle pas d'enseignes en particulier, disons, imaginons un cas de figure où tu as 2 enseignes, A et L.
effectivement. Ça ne sera pas repris contre toi, tu peux y aller. Non, on peut. Le prospectus, c'est un levier important. Et effectivement, quand on s'appuie sur une communication globale et transversale, c'est plus facile de le retirer. Sur les 6 magasins, Audrey, qui ont basculé, alors ils n'ont pas tous les mêmes résultats. Non. Mais globalement, il n'y a pas de catastrophe industrielle. Pas de décrochage. Ça, c'est finalement un enseignement, parce que je rebondis notamment sur ce que disait Rodolphe tout à l'heure. Il disait un magasin qui arrête, c'est moins 10, moins 15. Alors, c'est vrai qu'on a connu ça il y a une dizaine d'années. On avait des gens qui ont débranché, peut-être trop violemment d'ailleurs. C'était plus un problème de méthode. Chez vous, il y a un écart, mais finalement, ils s'en sortent à peu près tous. Oui, et puis ceux qui ont peut-être des difficultés de part de marché ou de chiffre d'affaires, elles sont essentiellement dues à des changements de territoire post-Covid ou des souffrances post-confinement. Voilà. En fait, elles ne sont pas liées à l'arrêt de la distribution du prospectus. Et ça, c'est un enseignement très fort. C'était aussi ce que tu avais dit, Jean-Claude Pénicaud, à Luçon. Il s'était dit, voilà, au-delà de à moins 10, moins 15, ça deviendra grave. J'y retourne. Voilà. Oui. Allons-y vraiment dans l'expérience au quotidien. On se forge nos propres convictions. Chez nous, en tout cas sur ces 6 magasins qui ont débranché, et de façon parfois assez sèche aussi, on n'a pas un moins 10 ni un moins 15. Voilà. L'autre enseignement, pour avoir vu les chiffres, c'est que le taux promo n'a pas beaucoup bougé dans les 6 magasins, tu le confirmes? Exactement. Alors ça, c'est quand même dingue. On se dit finalement, avec ou sans prospectus, le chiffre promo, il est fait. Il est fait avec, pour les magasins qui ont vraiment embarqué leurs équipes dans cette aventure, une première étape où le taux promo augmente un peu, parce qu'il y a une meilleure exécution magasin, une meilleure théâtralisation de la promo, qui compense. Et puis au bout d'un an, ça se stabilise et on revient finalement à des taux promo connus. C'est le cas de Luçon, hein. Sur les 3 ou 4 premiers mois, c'était fascinant. Le taux promo à Luçon, il a progressé les 3 ou 4 premiers mois de la non-diffusion. Et puis après, il est revenu sur ce qu'il était avant. Exactement. Ouais. Après, peut-être qu'on accorde aussi beaucoup d'importance à cette lecture du taux promo, parce que ce qui compte finalement pour les magasins qui décrochent, donc c'est vraiment toujours le mix entre le prix et la communication de la promo, parce que parfois on a des taux promo qui décrochent un peu, notamment sur non-alimentaire, mais si le magasin gagne des parts de marché ou gagne en chiffre d'affaires, pourquoi se concentrer uniquement sur cette lecture taux promo? Un autre indicateur que je ne vous ai pas donné tout à l'heure, mais sur le trafic, Luçon, il est positif. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin manifestement de prospectus pour le trafic. Absolument, alors qu'il est dans une zone concurrentielle quand même très forte. Il y a quand même tout ce qu'il faut. Alors il a une grosse part de marché sur site, mais c'est vrai qu'il l'a construit parce qu'il a quand même du monde en face. On a un adhérent Leclerc là, Cédric, est-ce que tu peux donner ton micro à Stéphane Onillon? Si, Stéphane, fais pas ta princesse, voyons, c'est pas le genre de la maison. Qui est adhérent, en gros, à Pineuil, au Grand Pineuil, puisque ça s'appelle comme ça. C'est pour faire simple entre Bergerac et Libourne. C'est ça, voilà, pour à peu près. Bon, t'y vas quand, toi? Merci pour cette question et ces encouragements. Donc mes voisins. Non, mais fais-nous rentrer un peu dans ta tête pour comprendre le pour et le contre, j'allais dire. Alors j'y vais, je suis dans l'entre-deux, comme tu l'as mis, c'est-à-dire moins 20% concrètement dès le 1er juillet, moins 40% dès le 1er janvier, et puis S2 2023, certainement un passage en zéro prospectus, voire premier semestre 2024, pour bien impliquer les équipes, pour avoir une comptabilité au top. Je m'y emploie en ce moment à fond et voilà, c'est le sens de l'histoire. Non, j'ai pas la trouille parce que je vois les résultats des copains. Libourne, Trélissac sont des exemples qui sont à moins de 50 km de chez moi. Je suis impressionné des résultats. Je veux dire, ça bouge pas, quoi. Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'on se faisait un monde de la vie sans prospectus, surtout dans l'alimentaire, hein, c'est quand même là où il y a et que finalement, c'est une vie presque banale? Oui, je suis d'accord avec ces termes. Ouais, vraiment. D'accord. Alors, tu as utilisé un autre mot. Audrey, j'aimerais que tu nous en parles un instant. C'est la contactabilité. Parce que si on fait le zéro pros et qu'on n'a pas compris que en fait, le vrai pansement à mettre, c'est la contactabilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encarter, faire utiliser l'application. Vas-y. Oui, c'est proposer. En fait, il n'y a pas une solution. Et Stéphane est très bien placé aussi pour le savoir. Et on apprend aussi de tout ce qui est fait en magasin aujourd'hui. Mais en fait, la clé aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer au client une multitude de solutions. Et c'est lui qui finalement va choisir la façon dont il souhaite être contacté. Mais il faut qu'il en choisisse une, c'est ça la contactabilité. Il faut qu'il en choisisse une. Parce que sinon, t'es mal. Hein, s'il n'en choisit aucune. Il va peut-être évoluer, il va peut-être en avoir plusieurs aussi. Plusieurs. Et donc, pour nous, finalement, en scène de distribution, la vraie stratégie, c'est de pouvoir proposer aux clients différents moyens, la newsletter, le SMS, l'application Mon Leclerc, évidemment. Chez nous, c'est
un levier très très fort de communication avec le client, mais aussi de lui proposer de recevoir sa promo en boîte aux lettres de façon adressée, ou tout simplement de pouvoir communiquer, de pouvoir consulter la promo à tout moment sur nos leviers, que ce soit sur le site, que ce soit sur l'application. Même question sur la contactabilité, Romain, avant qu'on te libère, et tu vas voir, on va être réglo, nickel, je surveille ça précisément. Comment vous avez géré le sujet de la contactabilité? Alors, vous n'avez pas débranché totalement, donc c'est moins grave, mais malgré tout, vous avez débranché un peu, donc il faut intégrer. On a tout compensé, c'est-à-dire que l'objectif du test, c'était aussi de montrer qu'on faisait les choses de manière assez scientifique, c'est-à-dire qu'on ne surpondérait pas la dépense, parce qu'évidemment, c'est facile de mettre beaucoup de dépenses sur un autre média et puis de dire, t'as vu, ça marche mieux. Donc, on a pris l'économie à gauche et on a quasiment, au franc le franc, remis la même économie à droite dans d'autres médias. Tu m'étonnes, ensuite, tu es à la bourre, si tu parles en franc, t'es mal barré. C'est l'expression, le franc au franc, le franc. Et l'idée, c'était vraiment de mesurer, parce qu'en fait, ce qui marchait à gauche pouvait ne pas marcher à droite. Et donc, ensuite, de pouvoir prendre ces enseignements-là et de tester de manière beaucoup plus élargie sur les zones, les clusters, les typologies de magasins et les zones géographiques, jusqu'à un maillage plus fin, qu'est-ce qui marchait mieux que d'autres. Et pour moi, je ne connais pas les enseignements des magasins qui ont testé le zéro, mais en fait, le problème, c'est qu'on dit, et je reprends la phrase de tout à l'heure, c'est si je suis à moins 10, moins 15, à moins 10, moins 15, j'y retourne. Mais la question est pas de je coupe, comme disait Rodolphe, et je relève les compteurs. C'est je coupe et je fais quoi à côté. Et effectivement, il y a tellement de façons de faire quelque chose à côté que dans le même magasin, quasiment dans la même typologie d'achalandise, on peut avoir des enseignements quasiment diamétralement opposés selon ce qu'on a fait comme test et comment on l'a exécuté. Et puis il y a deux contactabilités. Il y a la contactabilité propriétaire et celle qu'on achète. Ce qui est quand même pas la même, parce que du coup, la contactabilité propriétaire, c'est les clients qui t'ont donné leur SMS, leur mail, ou qui utilisent l'application Mon Leclerc et qui vont recevoir dedans dans leur espace. Et puis après, sinon, il y a les solutions médias classiques. Les solutions mais pour médias, le coup, c'est quand même pas pareil. L'achat de base prospect, la location de base prospect, le média. Mais c'est une contactabilité qui est plus aléatoire et qui coûte cher. Oui. Elle coûte cher, ça dépend. Parce qu'on revient toujours à ce sujet de mesure. C'est-à-dire que parfois. Ça dépend ce qu'elle rapporte. Oui, je préfère tel média, tel autre. Ça, c'est le déclaratif du client. Après, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de regarder la rentabilité du choix qu'il a fait. Parce que peut-être qu'en fait, il dit je préfère recevoir par email, mais nous, on va constater qu'il ne lit jamais ses emails. Par contre, on va constater que ce client-là, il va regarder un autre média pour lequel peut-être spontanément, il n'a pas pensé qu'il allait utiliser ce média-là. Autant nous, ne pas utiliser tellement ce qu'il a déclaré, mais par contre ce qu'il fait réellement. Quel est le meilleur? Tu es sur un métier où les gens ont une appétence, un intérêt fort pour les produits que tu distribues, et avec des démarches de recherche online notamment qui sont fortes. Donc ils vont se balader sur des lieux où on leur parle de ces centres d'intérêt-là, qui sont des lieux sur lesquels tu peux communiquer avec une audience très qualifiée. Exactement. Ce qui n'est pas forcément vrai ce qui est un peu moins vrai sur l'alimentaire, même si ça existe un petit peu aussi, mais enfin tu prépares quand même moins tes achats en alimentaire qu'en bricolage quand tu refais ta salle de bain. La contactabilité, comment vous menez le sujet? Parce qu'effectivement, le jour où vous allez débrancher ou même baisser, vous avez besoin de continuer à parler à vos clients. Alors, je rejoins, je parlerai même de multi-contactabilité, parce qu'au final, il y a énormément de supports. On a évoqué l'email, le SMS, on a les messageries aussi. Tout à l'heure, je serai aussi à l'EBG pour présenter l'opt-in sur Facebook Messenger. C'est déjà le cas sur WhatsApp. C'est 35% d'opt-in chez nous sur WhatsApp. Donc on voit, il y a une vraie appétence et il y a énormément de supports. Et donc il faut être présent sur l'ensemble de ces supports et effectivement collecter sans cesse de la contactabilité, y compris en point de vente. On a mis en place des bornes de jeu dans l'ensemble de nos points de vente. Pour récupérer du mail, de l'adresse mail. Dernière question. Pardon. Vas-y. Dernière question. Je vous mets une baguette magique dans les mains. Qu'est-ce que vous en faites pour arriver à l'état cible dont vous rêvez sur ce sujet-là? Romain, tu es le premier à avoir cette baguette. Qu'est-ce que tu en fais? De quoi tu rêves? Je mets en place de manière pérenne, en essayant au maximum, ce qui est évidemment un challenge important, de ne pas être tributaire des résultats quotidiens. Et on sait bien que dans le retail, tout se vit au quotidien, pour continuer un test de manière très élargie, même jusqu'au boutiste, mais en laissant le temps au test de se dérouler. Donc ton rêve, c'est qu'on te donne du temps pour démontrer la justesse de la direction. Et d'avoir le poids nécessaire, j'y arrive en général, mais pas toujours, à s'assurer que ça va au bout et qu'on ne dérive pas au bout de 2 mois, 3 mois, parce que dans tel endroit... Voilà. Mathieu, tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu en fais? Moi, je dirais c'est l'anti-dogme. Le dogme qui soit du pro-tract ou de l'anti-tract, que finalement, ce soit
la data, enfin moi je suis un scientifique de base, c'est la data, c'est l'intelligence artificielle que l'on peut mettre par-dessus qui va prendre la décision au bon endroit pour les bons clients. Donc la fin des dogmes, et finalement, c'est la data et la façon dont on Donc en fait, tu es presque en train de dire, arrêtons cette course au zéro prospectus, en tant que but ultime, comme si c'était le Graal. C'est ça que tu dis en fait. En gros, c'est pas donc, zéro. Il faut que j'arrête de publier ma carte avec tous les magasins, zéro prospectus. Putain, pas de bol, je crois que je vais encore continuer un peu, parce que malgré tout, ça donne une direction, et c'est aussi ça la vertu. Audrey, tu as une baguette magique, tu en fais quoi? Le zéro prospectus, quand même, il nous fédère, il nous embarque, donc ça a quand même une vertu. C'est bien. Au moins en communication interne et externe, d'ailleurs. Absolument. Et cette baguette magique, déjà, je rejoins aussi mon collègue Romain. Je pense qu'on a besoin de temps. On a besoin de temps parce que ça va se faire dans la durée, et l'important, c'est de pouvoir garder une vision sereine de cette multiplicité de contacts à aller chercher, de cette nouvelle stratégie média à mettre en place. On ne va pas trouver le modèle en une fois. Nos collègues aussi, distributeurs, diffuseurs, ne vont pas transformer leur modèle en un an. Ça va prendre du temps. Et puis, ce coup de baguette magique, peut-être qu'il nous servirait chez Leclerc aussi à accélérer sur la transformation des métiers en magasin. Parce que, et tu l'as dit aussi ce matin dans ton introduction, on a un vrai sujet de transformation au local, des métiers du carrelage, de la revalorisation des médias au local, de la stratégie de contenu au local, qui doit se faire en complément, en tout cas dans notre enseigne, de ce qui est fait au national. Et ça, on a besoin de ce petit coup de magie. Donner du temps, et notamment vis-à-vis du politique qui, par moment, veut une instantanéité dans la réponse. Mais là, pour le coup, on n'en sera pas là. Merci à tous les trois. Merci Romain, merci Audrey, merci Mathieu. Vous pouvez les remercier chaleureusement de vos applaudissements. Romain, regarde-moi ça. 11h30. Michel, je te rends l'antenne. Absolument, merci beaucoup. Alors, on a un petit peu de temps. Si les speakers qui sont encore là souhaitent répondre à 2 ou 3 questions, on peut en prendre, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions pour nos speakers? Alors, moi, j'avais une question pour Audrey, du coup. Il y a une question ici. Parce qu'il a été traumatisé par Michel qui l'a voilà. Parce qu'on a beaucoup parlé de la diffusion au sens du média et de la diffusion du message, mais tu as évoqué quelque chose que je trouvais intéressant, ce qu'on n'a pas pris le temps de débattre. Tu dis, au-delà de la diffusion et de la médiatisation, au fond, c'est qu'est-ce qu'on veut comme type de relation client. Donc tu élargissais le domaine de la lutte, si j'ose dire. Je voudrais bien que tu nous décodes un petit peu ce que tu mettais derrière les mots et quel sens tu mets dans ça. Vas-y, ça va te suivre au moment où tu vas parler, oui. Normalement. Qu'est-ce qu'on veut comme type de relation client exactement? Derrière ce sujet donc, ce totem du zéro prospectus, l'enjeu c'est d'abord de pouvoir exprimer son positionnement prix, promo en magasin. Donc c'est d'être très bon en prix et en promo et de pouvoir le dire. Donc chez Leclerc, on en fait une mission. Des caisses. Le deuxième sujet, c'est celui de la satisfaction client et de la relation client. Donc, quel type de relation client on souhaite mettre en œuvre, évidemment dans le magasin, mais l'enjeu, il est aussi de se poser la question de savoir comment le magasin va investir le digital et exister dans sa vitrine digitale, et comment le digital va venir aussi changer les parcours magasins. Et ça, au prisme de la relation client qu'on souhaite. Avec un petit peu plus de possibilités d'interaction. Avec on plus de parle possibilités parfois d'interaction. d'une conversation entre le client et le magasin. Absolument, qu'elle soit digitale ou physique en magasin. Et évidemment, on ne viendra pas remplacer l'humain. Et puis la question de l'investissement média, et c'est toi qui en parlais Olivier, elle est aussi très importante parce que est-ce qu'on a vraiment envie d'être en publicité partout, en digital? Est-ce qu'on veut inonder les boîtes aux lettres, les boîtes mail de nos clients, faire du SMS pour tout message, faire de la publicité digitale partout? Ça ne vous gênait pas dans le monde offline. Enfin, c'est un vous général pour le coup, parce que c'est ce que vous faites depuis 30 ans. Vous m'en mettez, mais plein, ras la gueule. On en met pas mal. Mais toi, et c'est Auchan, et c'est Inter, et c'est tous. Peut-être qu'avec ce temps qu'on va se donner, on va atteindre un équilibre. De nuances. Voilà, de nuances, qui sera très intéressant. Je ne sais pas ce que c'est que le mot nuance.
Pour les curieux, sur la relation client depuis le magasin grâce au digital, je vous encourage, il y a quelques magasins à Paris, chez Carrefour, qui testent le messaging pour la relation client. Vous avez un QR code et vous pouvez être en interaction avec quelqu'un. Alors, on est au tout début du truc, c'est probablement très imparfait, mais pour les curieux, vous allez notamment au Market qui est sur la rue de Lyon, ou sinon vous irez sur mon blog et vous scannez le QR code, ça peut marcher aussi. Mais voilà. C'est marrant d'ailleurs ce que tu évoques, parce que vous savez que sur la SAT client, dans la version digitale, il y a des gens comme Critizer, par exemple, qui font des choses très abouties maintenant. Et Critizer est en train de migrer d'une préoccupation de satisfaction, fidélisation, etc., en commençant à se demander comment, du coup, je peux utiliser cette relation que j'inscris pour faire de l'activation. Et la frontière entre, finalement, l'activation de recrutement ou de promo, de création de trafic, et l'entretien de la relation plutôt dans un esprit fidélisation qui était deux mondes qui étaient quand même très largement séparés jusque-là, tout ça va devenir un grand continuum beaucoup plus il y aura s'appelle plus la noir et relation blanc, client, il y aura en fait. toutes les couleurs de la veste d'Olivier. Et c'est peu dire qu'il y en a. Une autre question, une autre remarque. Oui. Donc, ça marche. Elisabeth, vas-y. Mais je te laisse te Elisabeth présenter. Conny, Madame Benchmark, bonjour à tous. Moi, je me pose la question, c'est que quand je regarde le prospectus, je me dis que c'est quand même un média de masse, et j'ai l'impression qu'on ne propose que des remplacements qui sont des médias ciblés, voire personnalisés. Est-ce que c'est aussi avéré, aussi certain que c'est ça qui fonctionne? Est-ce qu'on sait personnaliser? Est-ce que la personnalisation fonctionne? Mathieu, ton Et titre, c'est tant responsable attendu. média. Hein, donc toi, tu es obligé de répondre. Hein. Donc effectivement, on va vers une personnalisation. On l'a vu ce matin avec Bonial. On a notre catalogue qui se retrouve sur cette boîte aux lettres digitale qui reprend un petit peu le principe du catalogue papier, même dans sa forme très, très fortement. Mais progressivement, on est en train de casser cette forme pour justement permettre davantage de digitalisation. C'est-à-dire progressivement, on sort de cette forme du PDF pour aller vers des formes un peu plus sous forme mosaïque, un peu plus proche du e-commerce, pour justement permettre à terme une meilleure personnalisation. C'est un enjeu, on voit, il y a beaucoup de produits, il faut trouver Même les les bons. médias de masse, regarde, TF1 aujourd'hui commence à vendre du ciblage local. Donc ça veut dire que même télé-segment. les médias de masse deviennent des médias personnalisés ou plus personnalisés. Audrey, ouais, vas-y, ça va te suivre dès que tu vas parler normalement. Ah, mais il faut... Plus personnalisé Ouais. peut-être, mais pas trop personnalisé non plus, parce qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est aussi... D'abord, on n'a pas envie d'être tout le temps... On le voit, nous, au quotidien, sur nos portables, on est sans arrêt... on reçoit de la pub hyper personnalisée, et c'est au détriment de la découverte. Et donc, nous aussi, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir personnaliser certainement un peu, au souhait du client, selon ce qu'il va nous communiquer, mais rester dans un esprit de découverte. Et je vais faire mon savant, la personnalisation, ça tue la sérendipité. C'est un mot qu'utilise Dominique Schelcher en ce moment pour aller contre les algorithmes qui ne te proposent que ce que tu aimes déjà. Donc effectivement, on risque de ne pas regarder à côté et pour s'ouvrir. Pour le dire différemment, si le rôle de la Pourquoi ça promotion... va pas ce mot-là? Non, mais Tu l'as c'est pas une- compris? tu vas voir, je vais t'expliquer un truc avec, pour les humains. C'est que la promo, ça sert à déprogrammer un client. Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que si les gens ont des envies, des besoins, des achats prévus, programmés, théoriquement, si on prend la peine de lui envoyer un stimuli et de payer pour envoyer un stimuli, c'est pour déprogrammer le client. Et donc, si on envoie des stimuli aux choses dont il avait déjà envie, c'est complètement contradictoire avec la raison d'être même de l'activation, en fait. Donc ça, c'est très Ducrot, hein, déprogrammer, et j'avoue que c'est une très belle image. Hein. La promo sert à déprogrammer, et je te promets, je te cite quand je l'utilise. Ça me fait plaisir. On a une Par dernière, contre, je ne paye rien, ça je te confirme aussi. une autre dernière question une dernière. Elle est où? Elle est là. Oui, Catherine Petit pour les clés du digital. J'avais une question, en fait, le sujet a été un petit peu abordé tout à l'heure, mais c'est par rapport à l'empreinte numérique en fait, hein, du digital. On voit bien qu'il va y avoir aussi des réglementations qui vont arriver. Donc comment vous réfléchissez aussi à ces stratégies, à ces politiques qui vont vous contraindre à limiter aussi l'empreinte carbone des promotions numériques? Est-ce que le poids de la pièce jointe ou le poids du message est un sujet que vous regardez? Parce que c'est un petit peu ça aussi la question. Alors, sur les vidéos, c'est déjà le cas aujourd'hui pour D'accord. justement assurer une expérience utilisateur qui est la plus riche possible. On essaye de limiter le poids. Et c'est un vrai enjeu. On voit dans la bande passante, elle est Donc c'est un truc que vous regardez, mais c'est pas pour le sujet environnemental, c'est pour le sujet bande passante. Mais bon, si ça se converge, tant Non, mieux. Et Tant mieux. l'idée, c'est de lutter contre le gaspillage, donc que ce soit du gaspillage papier et en digital. c'est Donc pareil. ouais, tu réponds oui, c'est un truc qu'on regarde. Audrey, c'est quelque chose que vous regardez? Oui, c'est quelque chose qu'on regarde. Après, il n'y a pas de modèle aujourd'hui. En fait, la question de la pollution numérique,
Aujourd'hui, on ne sait pas la mesurer. Et puis, ce qui était vrai il y a 5-10 ans, ce qu'on disait sur les serveurs, un mail équivaut à un poids d'un petit sac plastique à usage unique. Voilà. Aujourd'hui, les serveurs sont aussi mieux gérés, plus durablement. Ce sont aussi des milieux qui progressent. Donc le modèle est à écrire. La réglementation va certainement nous contraindre. Mais c'est vrai qu'on regarde, nous, beaucoup la pression email. On se pose la question de la pérennité de nos communications digitales. Comment on les supprime, on les dégrade. Évidemment, on est aussi contraint dans ces modèles à repenser notre stratégie de production de contenu. Voilà. Mais tout reste à écrire. Allez, on les remercie une deuxième fois. Merci beaucoup. Par vos applaudissements.